Donc on va voir un peu les processus, les programmes et les services Linux, hein. Quand vous démarrez un programme sous Linux, il s'exécute de manière interactive par défaut, ce qui signifie que vous pouvez interagir avec lui via votre session de terminal, avec toutes les entrées et sorties qui s'offrent à vous. C'est l'utilisateur qui peut faire tout ça. Cependant, vous avez également des programmes en arrière-plan, hein, qu'on appelle des services. Je vous ai parlé des fameux démons, et vous ne verrez pas leur sortie, hein, pour que vous puissiez toujours continuer votre travail, continuer à exécuter le service, même lorsque vous êtes déconnecté, même j'ai envie de dire, si le PC continue de tourner, hein. Cela peut être également utile si vous avez un programme qui prend un certain temps à traiter une opération, et ben vous pouvez le mettre en arrière-plan et être alerté lorsqu'il est terminé. Donc on va voir un peu, hein, comment on regarde les processus en cours d'exécution. Je vous ai déjà un petit peu montré, mais essayez de mieux comprendre parce que ça c'est vraiment les bases. Vous allez vous en servir tout le temps, hein. Alors on verra plus tard, mais vous avez ce principe de quoi? De premier plan, hein. Ce qui est sur votre écran, c'est ce qu'on appelle le foreground, hein. C'est FG, hein. C'est le premier plan. Et après, on a par opposition, pareil, dichotomie, on a le background. Background, c'est le BG. Le BG, donc je peux demander à exécuter des programmes, quoi, en foreground et en background. BG, d'accord? Ça, c'est traduit en bon français, ça serait à l'arrière-plan. D'accord? Alors, comment on fait ça? Là, si je tape BG, hein, il me dit, écoute, BG, pour l'instant, t'as pas de job, hein, en arrière-plan, en background. T'as des démons qui tournent, ouais. On peut les voir avec quoi? PSAUX, mais rien en background. Alors comment je peux faire? Je peux faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe? D'accord? Là ça passe. Vous voyez que j'ai fait nano et j'en ai pas fait deux. Deux, vous vous rappelez, c'est pour permettre de faire plusieurs opérations, double personne. Là j'ai fait une alouette. Éperluette, alouette, hein. Donc l'éperluette simple, en fait, c'est pour le mettre en arrière-plan, hein. Et là, il me dit, écoute, ouais, bah, t'as suspendu, mais t'as Nano qui tourne, t'as une tâche, hein, en background. Hmm. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux lui dire Nano FG, je reprends la main, ok? Et il me dit, ouais, Coco, tiens, je te l'ai remise en foreground. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, taper mes trucs, revenir, quitter, sauvegarder ou pas, peu importe. Maintenant, le BG, hein, vous voyez que je l'ai toujours. Donc, comment on peut shooter ça? Bon, on peut faire un PS, on peut grepper, on verra, hein, ce principe de background foreground. Là, je vous montre juste un petit exemple, pour comprendre un peu le principe. On a vu qu'il nous faut le PID, hein. Si j'ai le PID, je peux le shooter. Alors, qu'est-ce que je veux? Nano? Ok. Il me dit, écoute, t'as un PID de 183.057, blablabla, bla. Ok. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement faire, je vous ai montré kill, plus le numéro d'identifiant, PID, de processus identifiant processus, hein, processus identifier, soit je peux faire un kill all. Kill all, et là, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de mettre le numéro du PID, je mets le nom de l'application que je veux tuer. Là, qu'est-ce que je demande? Je demande de tuer tous les processus qui se rattachent à Nano. Nano, mon éditeur de tâches, de texte, pardon. Ok? Kill all. Maintenant, si je fais un PG, ok? Là, on voit qu'il était en suspendu. Là, il est en terminated, hein. Donc, PSAUX, je vais encore une fois grepper. On appelle Nano. Ok, oh là là, carré. Couleur auto. Pareil, sudo, si je veux m'amuser, kill all nano. Parce qu'il faut une élévation de privilège. Ok, là il me dit, écoute, il n'y a aucun processus nano. Ok, mais j'en ai un encore qui est résiduel en 156. Non, d'accord? Donc, vous voyez qu'avec le kill all, euh, c'est plus pratique. Vous mettez, soit vous faites un kill en plus le PID, soit vous faites un kill all
sur, euh, sur le programme que vous voulez. D'accord? Donc ça, faut bien le comprendre. Mais revenons un petit peu à ce que je vous disais. Donc on a ces fameux démons qui s'exécutent. Et comment je peux savoir si un programme est toujours en cours d'exécution? Comment je peux obtenir une liste de tous les processus en cours sur mon système? Eh ben, on a PS. PS, ça affiche une liste de processus en cours d'exécution sous Linux. Hein, c'est l'équivalent de votre gestionnaire de tâches. Même si je vous l'ai montré, on a plusieurs outils qu'on se sert. On a Top, hein, qui est l'équivalent du gestionnaire de tâches, et on a une version améliorée qui s'appelle HTOP que je vous conseille d'utiliser, qui a plus de gueule, et surtout, vous avez énormément de fonctions. Hein. Vous pouvez faire comment dire, un tri, hein. Vous pouvez voir l'arborescence de ce côté. Hein. Alors, les plus vieux, en fait, hein, c'est un peu l'équivalent de Commander, hein, qu'on utilisait sous DOS, qui permettait de faire des tâches récurrentes, de se balader, de pas tout faire en ligne de commande. Il y a des filtres. Vous voyez qu'avec F9, je peux faire mon kill, hein, directement. Quel signal j'envoie? Je fais quoi? Je vous ai dit, hein, il y a tous ces signaux, il faut les connaître. Ça va de 0 à 64, d'accord? Et on a plein de signaux. Pourquoi? Pour mettre fin à pas mal de choses. Mais les plus courants, hein, c'est le SIG Hub, SIGINT, le SIG Trap, le SIG Kill. Voilà, on en a plein d'autres. SIG Pipe, SIG Term, hein. Vous les verrez souvent. Après, il y en a d'autres qui sont, voilà, ça se fait de façon incrémentale. Il y aurait beaucoup à dire, mais grosso modo, on envoie un signal, quoi, bah, au processeur, que le kernel comprenne qu'il faut tuer le processus en mémoire. Donc, ça va typiquement, quoi, vous libérer de la mémoire, hein, puisque vous n'aurez pas des tâches en moins, en fait, hein, qui tournent. Ok. Et puis chaque tâche, vous le savez, va prendre soit un petit peu de mémoire, soit un peu de CPU, soit les deux en même temps. D'accord? Donc là, on voit bien là, la mémoire résiduelle, la mémoire virtuelle, la priorité. Vous pouvez augmenter également les processus, hein, pour, je sais pas, donner plus de processus à un PID. Alors, on va essayer de trouver quelque chose de sexy. Listro de certains banques, voilà. Je veux donner un petit peu plus. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire nice plus, hein, je vais faire F8. Et là, ça devrait lui donner, vous voyez, priorité là. Je suis en train d'incrémenter au niveau des NI. Et plus j'augmente, plus la priorité est élevée. À l'inverse, si je fais nice moins F7, hein, je vais revenir à une valeur entre guillemets classique. Voilà, ça permet de gérer les priorités, hein, un peu comme on le fait sous Windows, hein. On peut lui mettre aussi parfois des valeurs négatives pour lui dire, écoute, tu vois, ça vraiment, tu vas me le mettre, c'est pas important. Ok? Par défaut, Linux vous gère les priorités, il sait les processus qui demandent le plus. Généralement, on va allouer automatiquement plus de cycles CPU et de mémoire aux programmes qui sont lourds. Hein. Donc à vous de voir, ça permet de gérer, c'est pas mal HTOP. Mais nous, on va revenir sur notre fameux PS. F1 aussi, hein, si vous voulez voir un petit peu, vous avez toutes les commandes. F2 setup, vous pouvez changer, passer en monochrome, en couleur, black and white, gray, même si c'est, vous voyez, ce que vous préférez. C'est celui-là que je préfère. Alors, ouais, celui-là, limite, il est encore plus. Mais ben, voilà. Vous voyez les PID, vous pouvez trier, voir les colonnes actives. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est assez sympa, vous pouvez en ajouter. Il est personnalisable, pardon. Voilà. Et F10, on se casse. Ok. Donc voilà. BG, no current job. Donc très souvent, PS tout seul, je vous ai dit, ça ne fait que quoi? Bah, vous affichez PS, ES et ZSH, votre shell, c'est pas très utile. On utilise EF. EF pour afficher chaque processus dans le format de liste longue et avoir un petit peu plus de détails. Là c'est intéressant. On a des choses un petit peu plus détaillées. Donc le EF, c'est ce qu'il y a de plus utile. D'accord. PID, UID, User Identification, Processus Identification, processus parent.
hein, puisque parfois vous avez un processus qui spawn avec un PID qui va spawner d'autres processus parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, vous voyez, RCU underscore JEP, il a quoi comme PID? Il a 2. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que KTFred, en fait, a spawné en mémoire et a créé un processus enfant qui s'appelle RCUGP. Comment je le sais? Et c'est pas le seul. Il a créé ça aussi, il a créé ça, il a créé ça, il a créé ça, et il a créé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le PID 2. Qui c'est qui a le PID 2? C'est eux, ils ont le PPID de 2. Donc, s'ils ont un processus parent de 2, c'est bien Kafred qui a spawné tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'à qu'on s'arrête. Vous voyez qu'il spawn beaucoup de sous-processus. Donc c'est ce principe d'héritage hein, que vous verrez souvent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, hein, ce principe UID, PID, identifiant de processus, et PPID, processus parent. Hmm. Donc ce sont tout le temps les parents qui spawnent les enfants et jamais l'inverse. Ok? Vous ne pourrez pas avoir de processus enfant tout seul. Sinon il est orphelin, ça n'existe pas. Ou c'est qu'il y a un problème. Typiquement, c'est que le processus parent a craché, hein, et vous pouvez vous retrouver avec des processus orphelins. Mais ça veut dire ils sont à un état inconsistant. Hein. Ils tournent en mémoire, mais généralement, soit ils sont figés, soit le service a craché, si on doit parler un peu des démons, etc., etc. Il vaut mieux les shooter pour libérer de la mémoire, libérer des cycles CPU et désengorger, on va dire, le noyau et le système d'exploitation. Ok, sinon vous avez des processus fantômes, comme on les appelle. Ben, on verra plus tard. Donc, si on regarde un petit peu, qu'on cherche notre init, on va essayer de le trouver. Il est tout en haut, hein, c'est le premier. Hein, et c'est root, donc numéro 1, PID. Si on regarde la première ligne, on a quoi? À qui il appartient? C'est le root, le super utilisateur, maintenant vous le savez. Et on a d'autres informations, PID, PPID, C, STime, TTY, le temps d'exécution et la commande. À partir d'où il est exécuté, le chemin, si vous voulez. Ok. Dans SBin, on a init, ok, et on lui a passé quoi? On lui a passé un argument qui s'appelle splash. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire quoi? Bah, piper. En français, maintenant que vous connaissez un peu le principe, je peux quoi? Je peux diriger la commande EF vers quoi? Vers l'S. Tout simple. Alors, pareil, hein. Vous pouvez coller, vous pouvez mettre un white space, c'est pareil. Comprendre. Hein, pareil, vous avez votre espace, vous pouvez faire ligne du haut, ligne du bas, ou espace pour aller plus vite, faire Q, vous balader avec les flèches. Pensez que l'S est extrêmement efficace, maintenant que vous connaissez un peu. Donc PS tout seul, je vous l'ai dit, vous ne verrez que vos processus en cours d'exécution. Hein, et c'est-à-dire quoi? Bah, pas grand-chose en fait. Hein. Je vois quoi? Je vois que mon utilisateur exécute le shell ZSH. Ça peut être bash, ça peut être juste SH, ça peut être KSH. On en a plein. Hein. On a SH, ok? Et là, il te demande, tu veux changer le shell? Donne-moi une valeur. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire? H, ok. On va pouvoir changer le shell, spawner un nouveau shell hein, avec change SH. Et par défaut, vous en avez, je sais pas, 5 ou 6 différents qui sont préinstallés sur Kali Linux. Hein, typiquement, on utilise ZSH euh, sur Kali. Hein. C'est une version évoluée de quoi? De SH. Hein. Et SH, c'est l'historique, hein, le plus ancien. Après, on a eu Bash. Hein. Born Shell, Born Again Shell, parce qu'on avait le mathématicien Born, en fait, hein, informaticien, donc ça porte son nom. Euh, Ensuite, on a eu quoi? On a eu KSH, hein, on a CSH, on en a plein. Et ZSH, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est vraiment la fusion entre quoi? Entre les meilleures implémentations, euh, donc les fonctionnalités en code, hein, qu'on a injectées directement. Donc il y a du SH, il y a du Bash, il y a du KSH. Et si je vous dis pas de bêtises, je crois que ça a récupéré aussi un peu de CSH. Ok? Donc vraiment, c'est comme, on va dire, 4 shells en un.
C'est pour ça qu'il y a plein de petites fonctionnalités sympas, comme vous le savez, créer des onglets, vous pouvez scinder, voilà. Bah, il y a Tmux, il y a Terminator aussi qui vous fait ça. Euh, mais franchement, pour moi, c'est un de mes préférés. C'est pour ça que je l'utilise et vous voyez, je suis pas le seul, quoi. Il est préinstallé sur Parrot, il est préinstallé sur Kali. Mais revenons donc à nos concepts de service système, hein. Ce sont des programmes de longue durée qui s'exécutent en arrière-plan et fournissent généralement certains services au nom d'utilisateurs du système. Vous pouvez démarrer, arrêter, vérifier l'état des services avec quoi, je vous l'avais montré, soit on utilise service, soit on utilise système, CTL, hein. C'est pas CTF, CTL, pardon. D'accord? Donc au choix. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire avec euh, système CTL. Il y a pas mal de choses aussi que vous pouvez faire avec service. Ok? Un peu quoi, state. Donc je vous l'ai dit, on peut demander un quoi? Un status, mais sans service aussi ça marche, mais il faut le dire. Et voilà. On voit ma machine. Moi je suis script qui lit. Et je vois dans le CG group, le C group, voilà, ce qui tourne, cron job, Docker, service, file to ban, et j'ai 23 lignes. Ok, donc vous pouvez voir, hein. Et typiquement, vous voyez comment c'est regroupé. Là, il y a un enfant, cet enfant, il a deux processus, hein. Là, on a le groupe session 4 scope, et on voit tous les autres sous-processus enfants avec les différents PID, encore une fois. Ça vous permet de savoir, grosso modo, ce qui tourne sur votre machine. Q pour sortir. D'accord? Donc ça, faut bien comprendre, vous allez vous en servir tout le temps, soit pour vérifier qu'il y a bien quelque chose en cours d'exécution, quel est son état, l'arrêter, redémarrer un service, et éventuellement qu'il est un service parce que bah, il est figé, il fonctionne plus, il y a un bug, etc., etc. hein. Donc comme vous le savez avec Linux, c'est un petit peu déroutant au début, mais on a toute une historicité, hein. On a système CTL, on avait service avant. Donc c'est ce qu'on appelle un transition de commande en cours, en fait. Hein, comme je vous ai dit, pour faire l'analogie, je vous ai dit apt get et désuet, obsolète. Maintenant, utilisez apt, hein, vous pouvez continuer à utiliser apt get, ok? Mais apt, c'est une amélioration de quoi? Apt, c'est apt get, la version 2.0 en fait, ok? Qui a été améliorée, d'accord? Donc la commande service étant progressivement supprimée au profit de système CTL. Alors, bien sûr, vous pourrez faire beaucoup plus de choses avec système CTL, c'est en fait le service L 2.0. Mais quand on commence sous Linux, je vous conseille quand même d'être à l'aise avec service parce que la syntaxe, hein, est plus simple. Je la trouve plus simple. Et si vous voulez commencer directement avec système CTL, c'est des bonnes habitudes à prendre. Si vous n'êtes pas rebuté par cette syntaxe un peu particulière. Après, si vous avez un peu de mal, commencez par service. Quand vous êtes bien à l'aise avec service, vous faites votre transition sur système CTL. Voilà, un conseil. D'accord? Donc, vous verrez des références sur des sites web à l'ancienne commande service, mais sachez que le nouveau système CTL remplacera bientôt à terme le service sur toutes les distributions Linux, hein. Donc quand il y a une transition entre différentes commandes, pendant des années, je vous rassure, ça se fait pas en quelques semaines, en quelques mois. Pendant des années, vous pourrez continuer à utiliser jusqu'au jour où bah, il disparaît bel et bien, hein. Donc ça vous laisse le temps de vous familiariser avec les commandes avant qu'on les retire du marché, entre guillemets. D'accord? Donc ça, PS pensée.
Ensuite, on va parler un peu journaux. Journaux Linux, hein, puisque je vous ai dit, Linux, c'est à la fois, c'est un serveur, c'est à la fois un poste client. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour administrer efficacement un système Linux, vous devez être en mesure de trouver, de rechercher les fichiers journaux pour savoir l'état du système. Trouver des erreurs système dans les applications. Hein, on a des logs, on va étudier des logs. Ça va me permettre de savoir est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'attaquer mon système? Est-ce que je peux trouver la solution à mon application qui est en train de cracher, ou qui a craché pendant la nuit, etc., etc. Donc, bien que les applications puissent mettre leur fichier journal n'importe où, par exemple, certaines applications vont les placer dans le répertoire de l'application où elles sont installées. La plupart des fichiers journaux du système Linux se trouvent dans Varlog. Hein, je vous ai dit var, pensez fichier à longueur variable, ok? Ça n'a rien à voir avec variable, tu vois, déclaration en programmation. Pensez, hein. C'est des fichiers, quoi, à taille non fixe. Bah oui, puisqu'une log, ça se remplit. Ok? Donc voilà, pensez à ça. Euh, donc, voilà, c'est des var et log. Hop, on va se faire un petit ls-l, hein, ou pensez alias. Hein, je vous ai dit, si vous voulez vous amuser à créer des alias, tout se passe dans quoi? Dans votre home. Hein. Si vous utilisez quoi? Bash, eh ben, il faudra modifier bash rc pour créer de nouveaux alias. Et si, comme moi, vous utilisez zsh, il faudra modifier le fichier caché, les deux, bash rc et zshrc sont des fichiers cachés. Ok? Et il faudra les éditer et vous pourrez ajouter de nouveaux alias. On verra plus tard comment faire. Donc je vous ai dit par défaut Kali prend des alias. Un alias que vous devez connaître, c'est LL, je vous l'ai dit. LL, c'est l'équivalent de ls-l. Je vous ai dit quoi? Il y a là. Là, c'est l'équivalent de ls-a. D'accord? On a quoi? On a point point. Point point, c'est quoi? C'est l'équivalent de cd point point. Ok? Donc pour gagner du temps, encore une fois, je retourne dans log. Si je fais point point, il comprend parfaitement. Je retourne. Ok? Mais dites-vous que si les alias sont pas configurés sur le Linux que vous utilisez, ça ne va pas marcher. Alors c'est bien de prendre des habitudes, de se créer des alias, mais il faut connaître la commande complète. Parce que le jour où bah, vous êtes en SSH sur une autre machine, vous allez la pirater, l'administrer, faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas votre alias point point, ah bah, il faut connaître que oui, la commande complète, c'est cd point point. Ok? Mais vous voyez qu'on peut tout à fait se servir des alias. Pourquoi? Bah encore une fois, cd, c'est une perte de temps. Point point. Pourquoi faire cd point point quand je peux faire point point et il comprend. D'accord? Donc les alias, non à notre var. Hein. Et c'est pareil, prenez cette habitude. Si vous connaissez quoi, le chemin complet, plutôt que faire quoi? Var, c'est des var. Deuxième commande, c'est des logs. Qu'est-ce que je peux faire? Retourner à la racine, faire quoi? Chemin absolu, var, et ensuite log. Utiliser tabulation pour l'autocomplétion. Ça vous fera gagner du temps, ça vous aidera au début quand vous ne connaissez pas parfaitement vos chemins. Ok? Voilà. Là, il y a une commande. Pourquoi faire deux cdlog, cdvar et cdlog alors que je peux faire un cdvarlog? Vous l'avez compris. Donc si on revient, je fais mon ls-l, je vais lister au format long quoi? Toutes les logs qui sont présentes sur mon serveur là, sur Kali Linux, d'accord? Donc vous constatez qu'il existe un certain nombre de fichiers journaux dans Linux. On va voir les principaux. Alors, les plus importants, c'est les journaux système. Ça contient la journalisation centralisée, hein, qu'on appelle syslog. On dit étudier les syslogs. Hein. Sysadmin, c'est typiquement vraiment les plus importants, les syslogs. Hein. Pensez à ça, ce terme, vous allez le voir souvent. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve des messages liés au kernel, le noyau, aux applications, etc., etc. S'il est configuré, il peut s'agir d'un fichier journal centralisé pour tous les systèmes Linux, hein, et même toutes les périphériques réseau, et ça permet de centraliser toutes vos données.
ok? Ensuite, on a quoi? On a là, je vous en parle tout le temps, l'outlog, hein. L'outlog, ça contient tous les échecs et les succès d'authentification, hein. Vous verrez tout le temps le fameux PAM, hein, PAM, hein, qui permet de sécuriser un tant soit peu. PAM, 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 4 autres. Hmm. On a les cron jobs et PAM Unix, hein. Je vous mettrai les ressources, allez voir. PAM Unix, ok? C'est une couche de sécurisation, ok? Donc là, on voit le cron job, ce que j'ai fait en fait sur mon ordinateur. Et je vous ai dit, c'est là-dedans que vous verrez si éventuellement on n'a pas quoi. Bah, on n'a pas fait une escalade de privilèges bizarre, ouvert une session en tant que root, alors que vous n'étiez pas connecté à cette heure-ci sur la machine, ou faire une attaque de brute force, comme on l'avait vu dans le précédent CTF, où on avait des logs, vous vous rappelez, on avait l'administrateur qui s'appelait Dylan, qui avait tapé quoi? Son mot de passe à la place de son utilisateur, et c'était typiquement une copie du fichier auth.log. Auth comme authentification, vous l'avez compris. Ensuite, on a des messages, hein. Les messages classiques contiennent des messages système généraux, en tout genre, hein. Il y en a plusieurs, vraiment plusieurs. On a une variété d'outils aussi pensés, hein, pour voir, pour parser les données, ni plus ni moins, hein. Vous allez analyser, voilà, parser, c'est ce que j'entends, c'est analyser les fichiers journaux et les afficher. Alors, 4, le chat. Je veux afficher le contenu d'un fichier. Un 4, vous me voyez tout le temps l'utiliser. D'accord? On a l'ES, je vous ai déjà montré, qui est extrêmement utile. En gros, je vais afficher un fichier, mais j'ai quoi? J'ai de la pagination, hein. J'ai de la pagination avec espace. Je peux passer d'une page en page, j'ai mes flèches pour me balader, hein, et bah, tout ça, ça me permet de quoi? D'avoir le défilement, ok? Et de mettre en pause. Parce que des fois, les logs sont extrêmement longues, je pourrais pas les étudier avec un 4, ok? Je pourrais pas remonter l'historique, hein, et limiter, à moins que vous modifiez votre chaîne, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça bloque. Enfin, là, j'ai pas grand-chose, mais au bout d'un moment, vous pourrez pas remonter. Des fois, il y a des logs sur des serveurs qui font des centaines de milliers de lignes. D'accord? Donc, pensez à utiliser less. Donc, pensez aussi à utiliser grep. Un grep, on peut le piper, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'entends par là? Cat, je demande d'un fichier outlog et je vais piper la commande grep avec euh, le pattern, mon expression régulière, mon expression, mon string, peu importe. Ce que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle un motif, hein, un pattern. Et là, par exemple, je veux quoi? Moi, je vais taper PAM. Ok? Il me met en rouge, voilà, tous les PAM, hein. Ça me permet de voir directement ou de m'afficher uniquement les lignes, hein, où il y a PAM. Ok? Et il vous le souligne en rouge. Mais on peut utiliser grep tout seul. Qu'est-ce que je veux? Grep, PAM, hein, dans quoi? Dans out, fichier. Quelle est la différence? Aucune. D'accord? Il n'y a aucune différence. Donc, on peut piper la commande grep, on peut l'utiliser tout seul. Pam, mon motif, hein, ça peut être des expressions régulières, ça peut être plein de choses. Voilà. Ok? Là, je vais m'étouffer, putain. Ah, je vais mourir sur un tutoriel Linux, quoi. La sale mort. Excusez-moi, c'est un reste de Covid que j'ai entre la gorge. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas utilisé un string, hein. Ça, c'est un string. Toto. Ça, c'est un string. Ok? Toto, il est pas présent. Ça, c'est un string. Ok? Il est pas présent non plus. Ça, c'est également un string. Une chaîne de caractères. Ok? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une expression régulière. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, tu me recherches tout de 0 à 9. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, il me met en rouge. Quoi?
Bah, des chiffres, ok? De 0 à 9. Et de 0 à 9, on peut former quoi? Bah, n'importe quoi. Des nombres, ok? Des chiffres et des nombres. D'accord? Donc ça, vous voyez, à chaque fois, hein. Donc les expressions régulières aussi, faudra les apprendre, hein. Qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander, ok, ça, et je peux lui demander quoi? De petit a à petit z, ok? Voilà. Pourquoi Cron est en blanc, à votre avis? Pourquoi end est en blanc? Pourquoi les parenthèses sont en blanc? Pourquoi les deux points sont en blanc? Pourquoi les slash, les anti-slash sont en blanc? Pourquoi TTY, PPD, user, com sont en blanc? Bah tout simplement parce que mon expression régulière, elle comprend pas quoi? Déjà les majuscules, hein? Parce que sinon je peux faire quoi? Je veux les majuscules? Bah ok, on va mettre les majuscules de A à Z. Ah, la cron, TTY, PPW. Vous voyez? Vous comprenez? Et pourquoi le reste est égal, parenthèse et tout ça? Parce que c'est pas compris dans mon expression régulière, hein. Mon expression régulière, elle comprend pas quoi? Eh ben, les caractères de ponctuation, les parenthèses, etc., etc. Le reste a bien été pris. Tout est en rouge. D'accord? Donc les expressions régulières, hein, je sais qu'au début c'est extrêmement chiant, difficile, compliqué, abject à comprendre. Mais ça va vous faire gagner un temps fou. Surtout si en administration système ou quand vous faites de la reconnaissance, hein, pour faire une escalade de privilèges et tout ça, vous allez pouvoir utiliser les expressions régulières, ok, pour chercher des patterns, hein, mais typiquement ça sera quoi? Des utilisateurs, des mots de passe. Vous pourrez utiliser les expressions régulières. Donc ça c'est grep et on a quoi? On a head. Head, je veux voir quoi? Juste le début. Typiquement, la tête, hein, la tête, je vous ai dit, comme en imprimerie, on a quoi? Tout en haut, on a la tête, le header, l'en-tête, même comme on dit, hein. On a quoi? On a le body, c'est le centre, et tout en bas, on a généralement le foot, hein, ou le footer. Vous retrouverez ces concepts dans le DOM, hein, le DOM, dans tout ce qui est architecture HTML, ok? Mais c'est ce principe. Donc, si je veux que la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux voir quoi? Bah, les premières lignes d'un fichier texte. Voilà. Là, j'ai le haut. D'accord? Si il est très long, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris. Voilà. Il faudra remonter. Si je veux voir juste le début, je lui fais un head. Ok? Un head sur ce que je veux, ça marche sur tout. Ok, bon, là, j'ai pas les droits. Et, ok, il n'y a rien dedans. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la queue. La queue, comme on dit queue en anglais. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je parle bien de la queue qu'on appelle tail. Ok? Tail, donc la queue d'un animal, par exemple. Hein, encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est quoi? Bah, à l'inverse de quoi? C'est l'inverse de. Allez, on va bien le noter. C'est l'inverse de head. Vous l'avez bien compris. Ok? Je veux regarder que les fins, hein? Tail end, comme on dit, d'un fichier texte. Ok? On va utiliser tail pour regarder, par exemple, le statut, hein, d'un fichier log en temps réel. Comment je peux faire ça? Syslog, il tourne. Il est constamment mis à jour. Ok? Donc si je fais un casse syslog, bah ouais, mais va falloir que je continue, que je continue, que je continue. Hein. Ouais. Co- Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux étudier en temps réel mon syslog, hein, qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'ai qu'à, par exemple, scinder ma vue. Et là, je fais un truc du genre sudo. euh, pour avoir tout, je vais faire un sudo. Je vais zoomer un peu, que vous voyez. Je vais faire quoi? Je vais faire mon sudo. Je veux quoi? Tail. Bref. Et là, je lui mets quoi? Syslog. Ok? Ou le chemin absolu. Peu importe. D'accord?
Voilà. Et là, ça reste ouvert. Grâce à Tail, j'ai quoi? Ben, j'ai toutes les opérations en temps réel. Ok? Donc, bah, je vois là mon pare-feu hein, qui a bloqué des trucs. Visiblement, il y a des gens pas gentils qui veulent se connecter. Hein. Voilà. Petit à petit, hein, on voit encore mon pare-feu qui essaye de bloquer une adresse. Putain, il est en train de bloquer la gateway. Donc, c'est pas très très grave. Mais voilà, ça va vous permettre de voir quand vous faites des opérations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors attends, je sais pas si l'élévation de privilège, il la verra. Sudo, voilà, si je fais un SU, sudo, pas besoin, vd, root, d'accord? Donc ça me permet de faire ça. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sur autre chose, je peux faire sur mon access log, autre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je vais lui dire sudo, sudo cat, autre, ok? Dans haute, il y a quoi? Il y a Pam qui me dit, saltimbanque là sur le TTY, pseudo terminal PTS 7, il est quoi? Il est dans PWD, donc Print Working Directory. Il est dans quoi? Il est dans varlog. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a demandé une élévation en tant que root sur la commande user bin cat. Bah ouais, j'ai fait un cat et cat se trouve dans user bin et il veut afficher hot.log. Ok? Donc vous voyez en temps réel tout ce qui se passe. À la limite, vous devriez constamment avoir un sudo tailf sur hot.log. Vous le laissez ouvert dans une fenêtre et ça vous permet d'auditer en temps réel ce qui se passe sur votre machine. Ok? Il n'y a pas que hot à vérifier, hein, vous imaginez. Mais vous voyez que tout s'y passe. Là, je fais quoi? Je passe en super user. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que me dit auth.log? Bah écoute, à cette heure-ci, à 17h08 10 secondes, il y a eu quoi? Bah il y a eu USU qui a été invoqué pour devenir root, ok? Et c'est Saltimbanque qui l'a demandé sur le PTS 7, d'accord? Et il a réussi, puisque la session a été ouverte. À l'inverse, quoi? À l'inverse, SU, mot de passe, je me trompe? Je me trompe? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, fais gaffe, hein. Là, il y a eu un problème. Il y a un gars qui s'est trompé, saltimbanque 1000, UID 0, hein. Donc, il a voulu avoir les privilèges hérités de 0, qui est quoi? Qui est le root, ok? Mais il s'est trompé de mot de passe, hein. Failed SU, failed SU. Cron, fais attention, hein, le root a foiré. La session a été close, hein, pour l'utilisateur root, bah forcément, j'ai pas rentré le bon mot de passe. Donc quand vous voyez constamment quoi? Bah, des messages comme ça, ok? Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pas vous, hein, qui veut quoi? Qui veut essayer d'attaquer votre machine, qui veut essayer d'escalader ses privilèges. Ok? Comme je vous ai dit, si vous voyez quoi? Vous voyez des attaques sur le SSH en tant que root, ça veut dire qu'on est en train de quoi? De brute, forcer, serveur. D'accord? En bon français, ça serait ça. Donc voilà, pensez tail F, super utile. Hein. Ça me permet de non seulement voir quoi? La tail, donc la fin du fichier, hein, et le F me permet de quoi? De le laisser ouvert. Ok? Comme ça, il se met à jour en temps réel. D'accord? Très très important. Euh, Et ouais, grep, c'est vraiment la base, la base, la base. Mais on reverra. Donc maintenant, je l'ai développé rapidement, hein, je vous avais déjà expliqué, mais ce principe d'utilisateur et de super utilisateur. Hein. On a
La commande, enfin, on a plusieurs commandes, mais sudo, su, c'est vraiment les bases. Sudo, ça me permet de quoi? D'élever mes privilèges, hein, en tant que root, le temps d'exécuter la commande. D'accord? Ça, faut que ça soit bien clair. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ID, moi, je suis quoi? Je suis 1000. OK? Eh ben, en gros, quand je fais un sudo, alors je vulgarise, hein, c'est plus compliqué que ça, mais ça va rajouter à votre quoi? UID, vous allez rester 1000, saltimbanque. JID, je peux rester 1000, saltimbanque. Mais il y a un truc qui s'appelle EUID. Ça, c'est l'héritage, hein. L'héritage, pendant quelques secondes, je vais avoir quoi? Je vais avoir l'UID, donc il va passer à zéro, hein. Il va passer à zéro, c'est-à-dire que je vais rester dans le groupe Saltimbanque, avoir Saltimbanque, mais le groupe Saltimbanque également, mais je vais être root, avoir les droits du root pendant le temps de ma commande, hein, grosso modo. C'est pour ça que vous voyez, comment je peux vous le remontrer, euh, 4 sur quoi? Sur root. UID 0, d'accord, ça d'accord. Mais quand je fais un SU, voilà, EUID, hein. Quand je fais le SU, super user, le sudo c'est pareil. Je veux quoi? Je veux que avoir le UID qui soit plus à 1000, mais qui passe à 0. Pour que Saltimbanque, le temps de la commande, quoi? Bah, exécute en tant que root administrateur et pas saltimbanque. D'accord? Puisque saltimbanque, je vous remontre, saltimbanque, il est ni administrateur, enfin si, je suis dans le 4, mais je suis pas dans root. Ok? Vous avez un groupe ADM et vous avez un groupe root. Hein, différencier les deux. On verra plus tard. Mais moi, je suis saltimbanque, saltimbanque, groupe saltimbanque. Ok? Donc 1000, 1000, 1000. Le temps d'un sudo, je passe 0, j'effectue l'action en tant que root et je reviens automatiquement en tant que saltimbanque. Ça, c'est sudo, hein. Et vous avez plein d'arguments. Pareil, allez voir. Sudo-h, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Mais sudo tout seul, plus la commande que je veux exécuter, me permet d'élever mes privilèges, hein, ça va bien comprendre. Ensuite, on a SU. SU, c'est pareil. Vous avez un paquet de trucs. Vous me voyez quoi? Tout le temps utiliser sudo -l, hein. Ça permet de savoir qu'est-ce que peut faire, quoi. Saltimbanque sur la machine. Quand j'essaie d'escalader mes privilèges, quoi. Saltimbanque peut utiliser toutes les commandes, partout, ok? Mais il n'est pas administrateur, d'accord? Donc tu pourras tout faire, mais tu seras jamais admis. C'est le principe de compartimentation, d'accord? Ça après je vous montrerai comment on peut éditer pour chaque utilisateur les commandes que peut utiliser l'utilisateur. En fait, on a l'environnement, parce que vous pouvez aussi, par exemple, sur un environnement, je peux bloquer Saltimbanque sur la machine script qui dit, et sur un autre environnement, sur, je sais pas, Toto le hacker, une autre machine, je peux lui donner tous les droits. Hein, c'est vraiment ce principe de granularité, de compartimentation, par machine, par application, et par commande, hein. Donc, je peux vraiment configurer, hein, même une application. Saltimbanque aura certains droits et Toto le hacker, avec la même application, aura d'autres droits. Lecture, écriture, etc., etc. On verra plus tard. J'ai pas envie de développer pour l'instant parce qu'on n'en y est pas encore. Mais c'est ça. Comprenez que le système d'exploitation Linux est multi-utilisateur. Il prend en charge le concept d'utilisateur avec différents niveaux d'accès. C'est ce qu'on appelle les ACL. Par défaut, vous vous connecterez en tant qu'utilisateur commun et vous pourrez voir la plupart de ce qui se passe sur le système, bien que vous ne soyez pas autorisé à afficher les fichiers journaux en tant qu'utilisateur standard non privilégié. La preuve en est, hein. 4 syslog, bon celui-là il passe. Celui-là aussi il passe. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Boot, il passe pas. Voilà. Permission non accordée. Ok? Vous en aurez certains. Pourquoi, vous allez me dire, mais alors pourquoi Outlog et Syslog, bah, on y a accès?
parce que ça permet de troubleshooter, hein, de diagnostiquer quand vous avez des problèmes avec votre utilisateur. Mais vous pouvez quoi? Tout à fait modifier les droits avec chmod. Ok? Chmod qui permet de changer les droits. On verra plus tard. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué. Je vous mettrai les vidéos. Donc voilà, comprenez bien ça. Pour pouvoir reconfigurer le système ou afficher les fichiers journaux, vous avez besoin d'être utilisateur privilégié. C'est pour ça qu'on parle de privilèges. C'est pour ça que nous, hackers, on essaie de faire des escalades de privilèges. Ok? Vous aurez besoin des droits d'administration. Ces droits d'administration sont des privilèges. Sous Linux, ces privilèges administratifs sont appelés privilèges de super utilisateur et sont équivalents à l'utilisateur root. Ok? Qui a un ID de 0. Je vous le dis tout le temps. Le premier utilisateur, il a le 1000. Le deuxième utilisateur, il a le 1001, hein, 1002, 1003, etc., etc. À chaque fois, on va ajouter. On incrémente, ok? Pardon. 0, c'est quoi? Bah, c'est tout en haut de la pyramide, je vous dis tout le temps. C'est quoi? Bah, c'est typiquement 4TC passe VD. Tout en haut, il y a quoi? Bah là, je peux vous montrer, je peux faire quoi? Je peux faire plutôt qu'un 4, je peux faire un head. 0, tout en haut. Ok? Et moi, je suis où? Bah, je suis tout en bas. Je suis 1000. D'accord? Donc voilà. Et pensez aussi, c'est pas forcément, vous voyez que c'est pas. Vous allez me dire, ouais, mais alors attends, tu nous as dit que toi t'es tout en bas, t'es 1000, mais comment ça se fait que 999 il est après? Ok? Parce que c'est pas tout à fait, comment dire, exact. Hein, il y a pas, c'est pas 0, 1, 2, 3, 4. Au début, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ouais, mais vous voyez qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 12, on passe directement à 13. Ok, c'est par convention. Mais certaines fois, vous voyez que Nobody, il est quoi? Il est X. Après, il est quoi? Il est 65 534. Mais attends, je comprends pas. Avant, on était à 39, on passe à 41. Là, on est à 65 534. Après, on repasse à 100. Ok? 101, 102. Donc, vous voyez, il y a certains trucs, il faudra bien comprendre. Parce que oui, ça suit à peu près de façon incrémentale. Mais vous voyez que bah, des fois, voilà. Là, le 999, il est après moi. Alors qu'on s'attendrait à quoi? À 1001, 1002, 1003, 1004. Ok? Donc, c'est à vous aussi de faire le tri et de bien comprendre comment fonctionne tout ça. Mais pensez que toujours le big boss, c'est le 0. Et le 0, vous voyez que dans le fichier passe EVD, pourquoi je vous dis tout le temps qu'il est tout en haut de la pyramide, parce que c'est la première ligne du fichier passe VD qui est dans ETC. ETC, tous les fichiers de configuration, etc. D'accord? Donc ajouter, modifier, supprimer des comptes utilisateurs. Il faut noter que les comptes utilisateurs Linux peuvent être ajoutés, modifiés, supprimés avec add user, mod user et del user. Ok? Add, je crée, mod, je modifie, del, je supprime. J'ajoute, je modifie, je supprime. Ok? Add user, ajouter, add, ajouter, mod, modifier, mod user et del, to delete, c'est supprimer les utilisateurs. Et vous devez disposer des privilèges appropriés, qui sont généralement les privilèges de l'utilisateur root. Ok? Et je vous parlais de SU, parce que ça aussi, avant que je passe à autre chose, SU, je peux faire deux choses. SU tout court, c'est super user. Ça veut dire, écoute, je veux passer root. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi? Ben, je peux taper SU plus quoi? Plus le nom de l'utilisateur. Ça me permet, dans mon terminal, de changer d'utilisateur. SU saltimbanque, je veux devenir saltimbanque. Ok? J'ai déjà tapé mon mot de passe. En principe, il vous demande également le mot de passe de saltimbanque. D'accord? Alors, SU root, oui, vous pouvez le faire, mais ça sert à rien. SU root, c'est égal à SU. Ok? SU plus le nom d'un utilisateur, ça permet de changer d'utilisateur. Ça, vous le verrez tout le temps. D'accord? Donc, retenez bien ça. Si je fais SU encore, je suis déjà, hein, je peux pas plus. Si je fais SU route, vous l'avez compris. Je peux pas plus, je suis déjà route. D'accord? Par contre, SU un autre utilisateur, Saltimbanque par exemple, ça passe. Je change. D'accord?